Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire spécial immobilier. Pour traiter de ce sujet et dans un contexte particulier post-Covid, il nous semblait pertinent de nous associer à Nef Prestige Knight Frank, qui bénéficie d'une expérience en Suisse et à l'international. Comme vous le savez peut-être, la banque Piguet-Galland aime être proche de ses clients et les accompagne dans leurs projets de vie. L'achat d'une résidence principale ou secondaire est un exemple de projet de vie. Pour vous aider à réaliser ces projets de vie, nous disposons non seulement d'une forte solidité financière avec notre appartenance au groupe BCV, mais aussi d'une offre de services complète, allant des investissements au financement en passant par le conseil patrimonial et la prévoyance. Oui, notre banque peut vous proposer des hypothèques. Au cours des interventions, vous pourrez poser des questions par le chat. Nous y répondrons à la fin de la conférence. Mais sans plus attendre, je laisse la parole à Jacques Emery, directeur des ventes de Nef Prestige Knight Frank. Merci Jacques. Voilà, je pense que j'ai la parole. Je remercie la Banque Piguet-Galland de m'avoir accueilli pour donner une petite orientation et un éclairage sur l'immobilier avant et après le Covid. Vous verrez que cet éclairage est principalement tourné sur des chiffres qu'on arrive facilement à récolter pour le canton de Genève. Les autres cantons, à savoir le canton de Vaud, Valais et Neuchâtel, les chiffres sont plus difficiles à consolider. Mais néanmoins, j'ai pu discuter avec mes collègues dans les autres agences de notre réseau, à savoir Agnon, Lausanne, Vevey, Montreux et aussi Verbier, pour confirmer un petit peu les tendances que je vais vous exprimer durant cette présentation. Alors peut-être d'abord un tout petit éclairage sur le marché immobilier à Genève et les chiffres clés. Vous verrez que, vous voyez là sur ce slide que le chiffre des ventes sur le canton de Genève est de 5,3 milliards, donc environ entre 5 et 5,9 milliards de ventes en fait dans tout le canton de Genève. Si on prend ça à une échelle lémanique, on peut à peu près doubler ce chiffre et on retrouve un petit peu les mêmes ratios. Donc là, que vous voyez sur ces 5 milliards de ventes approximativement en 2019, il y a eu 1,8 milliard de ventes d'immeubles, donc principalement les immeubles de rendement, et 3,5 milliards sur tout ce qui est des biens de résidentiel. Dans l'année 2019, en fait, il y a eu un peu moins de ventes d'immeubles. On verra, on va revenir un petit peu sur ce qui se passe sur ce segment de marché. Si on zoome encore un tout petit peu sur le résidentiel, qui est un des segments qu'on va discuter aujourd'hui, vous voyez qu'il y a 3,4 milliards et la partie luxe, donc en fait tout ce qui est en dessus de 4 millions, représente aux alentours de 700 millions et ça représente à peu près 24% des transactions. Et la partie résidentielle, donc qui est en dessous des 4 millions, on a donc le reste plus ou moins à 2,8 millions, 2,7 millions. Et par contre, c'est 2121 transactions. Donc on voit que c'est à peu près le ratio 80-20, mais beaucoup moins de transactions puisqu'il y a seulement eu 96 transactions dans le luxe. Après, si on regarde un petit peu quelles sont les médianes et la moyenne un peu sur ces différents segments de marché, j'ai encore recoupé en 3 segments. Donc les appartements, on a une médiane aux alentours de 5 millions, on a toujours dans le segment luxe. Sur les villas, on a une médiane qui est aux alentours de 6 millions, un petit peu plus de 6 millions. Et puis sur les terrains, bon, c'est pas très représentatif, comme vous voyez, il y a seulement eu 8 transactions. Donc on est sur une médiane aux alentours de 7 millions.
Voilà, maintenant, je pense que après avoir fait un petit survol de cette segmentation du marché, je pense qu'il était intéressant, puisque c'est le sujet du jour, de voir quels sont les paramètres qui influencent la demande en Suisse. Et j'ai essayé de segmenter ça en trois parties. Il y avait un peu l'avant-Covid, qui est donc toujours valable aujourd'hui, une certaine stabilité politique, une qualité des écoles publiques et privées. La Suisse est perçue comme un pays relativement peu dense et donc vert, avec l'avantage d'avoir un accès au lac et à la montagne. Les taux d'intérêt, on va y revenir tout à l'heure, les taux d'intérêt bas et un marché locatif qui reste quand même très cher. Aujourd'hui, il faut savoir que dans les grandes villes, le taux de d'appartements, le taux de vacances d'appartements est aux alentours de 0,6%. C'est 0,6% sur Genève, aux alentours de 1% sur Lausanne. Et vous verrez qu'évidemment, ça a un impact sur l'évolution des prix, puisque les prix de location restent élevés. Ensuite, ben, il y a une nouvelle fiscalité, les entreprises, qui avait été votée et décidée avant le Covid, qui donne quand même encore une bonne attractivité pour la Suisse. Pendant le Covid, finalement, les gens sont restés à la maison. Ils ont travaillé à la maison. Donc, l'espace de travail à domicile est devenu nécessaire. Les gens ont vu qu'ils ont fait moins de transport et plus de moments en famille. Donc, la qualité du logement devient prioritaire. Ils ont aussi moins voyagé, moins été au restaurant. Donc, tout d'un coup, les gens se sont rendus compte qu'il y avait plus de trésorerie ou plus d'argent disponible pour investir dans l'immobilier. Et puis aussi, pendant le Covid, un bon management politique de la crise Covid, il y a eu un certain nombre d'analyses qui ont été faites sur le marché ces derniers temps et la Suisse est presque toujours dans les top 3 du management de la Covid. Donc on voit que pendant le Covid finalement et juste après, la Suisse est sortie renforcée de cette crise du Covid. Et après le Covid, donc qu'est-ce qu'on voit finalement juste après la crise du Covid? L'activité a quand même démarré, on y reviendra quand même assez fortement, mais surtout, évidemment, les petites villes avec la nature à proximité. Si on se compare à des grandes villes européennes, c'est vrai que Genève ou Lausanne ou d'autres villes en Suisse comme Neuchâtel ou autres, finalement, on a l'accès de la campagne à deux pas et c'est devenu assez important pour la plupart des acquéreurs dans l'immobilier. Plus d'appartements, il y a une demande beaucoup plus forte sur les appartements en rez-de-jardin et les villas avec jardin. Et puis aussi, on voit que finalement, il y a pas mal de gens qui sont à l'étranger aujourd'hui dans des grandes villes qui ont, selon des analyses qui ont été faites par Knight Frank, qui ont volonté de prévoir un retour même à moyen ou long terme avec des investissements dans l'immobilier dans leur pays d'origine. Donc voilà un petit peu ce qui s'est passé avant, après le Covid. Et puis, qu'est-ce qu'on constate maintenant sur l'évolution de la demande? Donc, on voit que le marché est très dynamique et ça, c'est à peu près valable pour tout l'arc lémanique. J'ai séparé en quatre segments de marché. Donc, vous voyez tout ce qui est marché à la vente résidentielle, donc plus petit que 3 millions. On a eu quand même une assez forte augmentation des visites et des transactions. Depuis, je dirais, 2 mois, on a fait pas mal de transactions, donc environ 30% en plus comparé à 2019. On a eu une bonne demande sur tous les segments de prix, parce que là, donc, c'est maximum 3, mais on a vendu très, très bien des studios qui sont plutôt des biens d'investissement, des appartements et bien sûr des maisons avec rez de jardin. Donc, on voit que la demande est répartie sur tous les segments de prix, mais surtout aussi sur tous les segments de type de biens. Ensuite, le luxe. Il y a eu énormément de visites ces 2 derniers mois et un niveau de transaction, même si le cycle de décision est un petit peu plus long. Mais il y a eu un certain nombre de transactions en dessus de 10-12 millions qui ont été faites tout autour de l'arc lémanique, voire en plus haut. La demande est plutôt sur les villas ou les appartements verts. Quand je dis appartements verts, c'est des appartements qui ont énormément de verdure autour avec des arbres. On a un certain nombre de projets qui sont dans ce contexte-là qui marchent plutôt bien. Ensuite, le marché de la vente sur plan. Il y a toujours une très bonne demande, principalement parce que l'acheteurs désirent des logements aux standards d'aujourd'hui en termes d'isolation, mais aussi de sanitaire, de cuisine, etc., tout ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et puis, on a un certain nombre de projets qui vont être lancés
dans les prochaines semaines qui permettront de confirmer cette tendance d'intérêt sur la vente sur plan. Et puis, après, le dernier segment, ou le premier pour les investisseurs, c'est le marché des immeubles de rendement. On peut voir que la situation n'a pas changé finalement. Il y a sur les immeubles résidentiels, donc locatifs d'appartements, on voit qu'il y a toujours une forte demande et très peu d'offres. Finalement, les propriétaires d'immeubles ont pas volonté à vendre facilement les appartements. Par contre, il y a beaucoup les immeubles. Par contre, il y a beaucoup d'acquéreurs, surtout des fonds, des assurances qui veulent acheter ces immeubles. Alors maintenant, on est sur des rendements nets d'environ 3,5% ou 4,5% brut. Sur la partie immeubles commerciaux, c'est un petit peu différent parce que ben voilà, le Covid a aussi eu ses effets et puis c'était déjà le cas avant. Il y a un taux de vacances de locaux commerciaux qui est relativement élevé, qui était à 10% avant le Covid et qui risque probablement d'augmenter un petit peu après le Covid, parce que évidemment les entreprises sont en train de réfléchir s'ils ont toujours aussi besoin d'espace pour leurs employés ou si les employés vont pas continuer à faire du télétravail. On voit que c'est pas une tendance à travailler à 100% en télétravail, mais on pense qu'il y aura quand même un 10, 15, 20% de télétravail qui va continuer, donc ça aura sûrement un impact sur les surfaces vacantes. Donc voilà un petit peu ce qui se passe. En résumé, si vous voulez, je pense qu'on peut dire que le marché est aussi solide que avant le Covid, j'irais même plus dynamique avec une population qui a encore plus envie qu'avant d'obtenir des logements et d'investir dans l'immobilier et peut-être se serrer la ceinture sur d'autres aspects comme les voyages et peut-être les restaurants et les sorties. Donc voilà un petit peu ma vision et notre vision du marché parce que je représente tout le groupe et je vais quand même parler avec des gens de toutes les agences pour vous faire cette résumé. Donc voilà. Merci beaucoup, Jacques. Merci pour toutes ces informations. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions en appuyant sur le petit point d'interrogation sur votre écran. N'hésitez pas à écrire vos questions. Nous y répondrons à la fin de ces interventions. C'est maintenant à Daniel Varela, notre Chief Investment Officer, d'aborder le sujet des taux d'intérêt et de leur évolution. Merci, Daniel. Merci Guitry. Bonjour à tous. Il y a de cela 20 ou 30 ans. Et là, je parle de développement d'un point de vue économique, d'un point de vue politique, mais également au niveau des marchés financiers et plus particulièrement au niveau des marchés de capitaux, donc le marché des taux d'intérêt qui nous intéresse aujourd'hui. Alors on dit souvent que les taux d'intérêt sont bas, mais à quel point sont-ils bas? Ce graphique, comme vous pouvez le constater, mesure l'évolution des taux d'intérêt avec un recul historique extrêmement lointain pour quelques pays dont on dispose de ces données, donc les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Europe. On constate que c'est des données qui remontent au 19e siècle. Et en fait, c'est une époque qui a vu la création du système bancaire tel qu'on le connaît aujourd'hui. D'ailleurs, les origines de la banque Piguet-Galland remontent à cette période-là, avec une création en 1856 pour être précis. Alors, ce que l'on constate sur ce graphique, c'est que non seulement les taux d'intérêt sont exceptionnellement bas, mais on est à des plus bas historiques. On le constate assez bien. Donc, jamais on a eu des taux d'intérêt à long terme. Quand on parle de taux d'intérêt à long terme, le plus souvent, on pense à des taux d'intérêt à 10 ans. Jamais on a eu des taux d'intérêt à long terme aussi bas. La situation en Suisse est doublement inédite.
constate l'évolution ici du taux d'intérêt sur les emprunts de la Confédération à 10 ans. Non seulement en Suisse, non seulement nous nous trouvons à des plus bas historiques, mais nous nous trouvons dans un contexte de taux négatifs qui dure quasiment depuis près de 5 ans, depuis le moment où la Banque nationale suisse, la BNS, a abandonné son taux plancher, donc le taux plancher sur l'euro, et a instauré des taux négatifs pour éviter que le franc suisse ne s'envole. Ce qu'il faut mentionner, c'est que sur les obligations de la Confédération, ces taux négatifs sont généralisés sur toutes les échéances, y compris la plus longue. Aujourd'hui, l'obligation de la Confédération la plus longue, celle qui sera remboursée en 2064, est pénalisée d'un taux d'intérêt négatif de moins 0,30% par an. Alors, bien entendu, on doit se poser la question, est-ce qu'il y a un potentiel de baisse supplémentaire sur les taux d'intérêt? Rien n'est impossible, bien entendu, mais cela semble quand même improbable. En tout cas, ce que l'on peut dire, c'est que probablement sur les taux d'intérêt hypothécaires, on imagine mal d'aller beaucoup plus bas sur ces taux d'intérêt hypothécaires. On imagine mal, en effet, qu'un jour, on nous paye des intérêts hypothécaires pour faire l'acquisition d'un bien immobilier. En tout cas, pour les investisseurs privés. Alors, ceci me fait dire que sur les taux d'intérêt hypothécaires, le risque est plutôt asymétrique. C'est-à-dire que le potentiel de baisse supplémentaire sur les taux d'intérêt hypothécaires semble relativement faible. À l'opposé, une remontée des taux d'intérêt semble beaucoup plus probable, beaucoup plus plausible. Fort heureusement, cette remontée des taux d'intérêt s'annonce assez lente. La première raison, c'est que même si on peut s'attendre à ce que l'inflation revienne un jour dans le monde et en Suisse, le fait est qu'aujourd'hui, l'inflation est encore très très faible en Suisse. On est dans un contexte de faible inflation, on le constate, ça fait quasiment depuis 10 ans qu'on est dans ce régime d'inflation très faible. En fait, depuis 10 ans, on est confronté à une situation d'inflation zéro. Et tout dernièrement, on constate un nouveau plongeon de l'inflation en Suisse, lié bien entendu à la crise Covid-19 et au plongeon également des prix de l'énergie. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que le franc suisse est encore trop fort. On le constate contre l'euro. Et ça, ce contexte de franc suisse très fort incitera très certainement la Banque nationale suisse à prolonger encore pendant quelque temps sa politique monétaire actuelle, qui est faite donc de taux négatifs, mais également d'interventions sur le marché d'échange, en achetant des devises étrangères, en vendant des francs suisses pour éviter que le franc suisse s'apprécie trop. Et ça se traduit par une progression, une augmentation du bilan de la Banque nationale, comme on voit sur ce trait bleu, qui atteint aujourd'hui quasiment 820 milliards de francs suisses. Alors, le jour où le bilan de la Banque nationale suisse cessera d'augmenter, il faudra par conséquent se préparer éventuellement à l'abandon de ces taux négatifs. D'ici là, probablement que les taux d'intérêt sur les échéances à plus long terme auront déjà commencé à progresser. Pour conclure sur cette partie de taux d'intérêt, je dirais qu'il a rarement été aussi intéressant de contracter un emprunt hypothécaire. Probablement que la prochaine étape, ce sera une remontée des taux d'intérêt. Et d'ici là, c'est vrai que pour les propriétaires, il faut probablement commencer à se préparer pour fixer les taux d'intérêt à long terme afin d'envisager l'avenir avec une certaine sérénité. Je vous remercie. Merci Daniel. Vous anticipez déjà quelques questions que nous recevons. Donc je vous propose qu'on revienne avec des réponses plus précises aux questions qui arrivent dans un deuxième temps. En attendant,
on va conclure cet exposé avec Gian Bicici, qui aborde une autre facette, on va dire, de l'immobilier, du financement. Gian est notre spécialiste en conseil patrimonial et va nous parler des avantages fiscaux et autres d'investir dans un bien immobilier. Merci Gian. Merci Kitri, merci Daniel. On l'aura bien compris, dans cette période un peu particulière, il y a des super opportunités finalement pour devenir propriétaire. Pour les personnes qui le sont déjà peut-être depuis peu ou pour les personnes qui envisagent de le devenir, il y a pas mal d'interrogations qui se posent. Bien entendu, en partant du principe que le taux hypothécaire sera historiquement bas ou l'est déjà, se pose finalement la question de savoir quel est le coût réel de mon hypothèque. Et cette question finalement intervient dans un contexte où les gens vont accéder souvent à la propriété pour réaliser une économie substantielle au niveau de leur loyer. Lorsqu'on contracte finalement un prêt hypothécaire en Suisse, on a souvent pour habitude de dire à nos voisins étrangers qu'on n'amortit pas son hypothèque. Et pourquoi? La première chose qu'il faut savoir finalement, c'est que les intérêts hypothécaires sont déductibles de votre impôt sur le revenu. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, si on a le cas de quelqu'un qui va fixer son taux hypothécaire à 10 ans à un taux de 1%, finalement, ce pourcent sera déductible de son revenu imposable, ce qui veut dire qu'en fait, il paiera un taux net d'impôt de l'ordre de 0,6 ou 0,7%. Et donc, dans ce contexte, il s'agit de trouver une solution qui permette finalement de dégager un rendement qui serait égal ou supérieur à ces 0,6 ou 0,7% pour rentabiliser l'opération, ce qui voudrait dire qu'on habite finalement gratuitement chez soi, voire même qu'on arrive à dégager un rendement qui est supérieur au coût de son hypothèque. Et finalement, c'est le scénario idéal. De fait, les citoyens suisses ou les personnes qui habitent en Suisse et qui sont propriétaires vont finalement, dans le contexte actuel, éviter d'amortir leur hypothèque. Et pour ce faire, ils vont opter pour un modèle d'amortissement qui est alternatif, qu'on appelle l'amortissement indirect, ou qui consiste finalement à mettre en garantie ses avoirs de prévoyance, en général le troisième pilier, pour ne pas avoir à amortir directement son hypothèque, ce qui permet finalement de continuer à bénéficier des avantages fiscaux liés au troisième pilier, d'avoir le rendement du troisième pilier qui, si la stratégie de placement est bien choisie, de réaliser un rendement qui sera supérieur à celui de l'hypothèque, et puis de maintenir une dette constante finalement au fil des années, de manière finalement à pouvoir aussi continuer à bénéficier des avantages fiscaux liés à l'hypothèque en elle-même. Donc voilà pour les personnes finalement qui sont dans une situation où elles viennent d'accéder à la propriété ou finalement qui envisagent d'accéder à la propriété à court ou moyen terme. Bien entendu, ça veut dire que lorsqu'on a atteint finalement le plafond des troisièmes piliers et des avoirs de prévoyance qui sont mis en garantie, il s'agit ensuite de trouver une alternative pour aussi générer un rendement sur son épargne qui est supérieur finalement au coût de l'hypothèque. Et c'est dans ce contexte finalement, et par rapport à ce qu'a dit Daniel, que c'est très très important d'avoir une stratégie d'épargne qui est disciplinée, de manière à finalement épargner la différence qu'on payait à l'époque pour le loyer et par rapport à celle qu'on paye aujourd'hui pour l'hypothèque, avec un rendement qui est toujours supérieur à ces 0,6 ou 0,7% qui vont nous permettre de rentabiliser l'opération et de capitaliser davantage pour être en mesure potentiellement d'amortir plus le jour où une éventuelle hausse de taux se profile et à l'échéance, en l'occurrence, de notre hypothèque. Et donc, finalement, l'équilibre à atteindre, l'équilibre idéal est celui dans lequel où votre bilan personnel, qui est comme celui d'une entreprise, vous permet d'avoir d'un côté votre dette, imaginons peut-être de 500 000 francs, et de l'autre côté, finalement, votre épargne, qui est de l'ordre de 500 000 francs, qui travaille avec un intérêt qui est supérieur à celui du coût de l'hypothèque, ce qui vous permet de ne jamais subir le marché, mais tout simplement faire face en fonction des différentes échéances, du niveau des taux, de votre situation fiscale, et décider potentiellement d'amortir si les taux s'envolent et de ne pas subir une éventuelle hausse de taux et donc une hausse de vos charges. Et en attendant finalement d'avoir atteint cette situation d'équilibre, ce qui est important aussi de faire finalement, c'est de vous assurer que vous serez capable de conserver finalement le bien immobilier sur le long terme, et ce, peu importe finalement le scénario. Les principaux risques aujourd'hui sont bien sûr l'invalidité ou le décès. Lorsqu'on achète un bien immobilier, on le fait souvent en famille, et il s'agit, en attendant d'atteindre cette situation d'équilibre entre votre actif et votre passif, de couvrir finalement aussi vos proches, que ce soit votre conjoint ou vos enfants,
en cas de pépin, et de ce fait, de voir dans quelle mesure finalement les prestations qui vous sont offertes par l'AVS, l'AI, donc le premier pilier, et le deuxième pilier dans votre caisse de pension, sont suffisantes finalement pour faire face à ces imprévus. Auquel cas, il est possible, bien entendu, de souscrire des assurances de risque pour justement combler cette lacune. Et donc, très volontiers, on se tient à votre disposition pour faire ce petit check-up pour vous. Voilà pour les personnes finalement qui vont accéder à la propriété ou qui le sont depuis peu. Un certain nombre de personnes sont également propriétaires maintenant depuis un certain temps et vont finalement pouvoir saisir l'opportunité du contexte actuel pour adapter finalement leur niveau d'endettement par rapport aux conditions actuelles de marché. Dans une période de taux bas, les opportunités sont nombreuses finalement pour optimiser sa fiscalité, et ça peut se faire à travers différents biais. Ça peut être fait par exemple à travers l'entretien de son logement, c'est-à-dire que si on prend l'exemple de quelqu'un qui a souscrit son hypothèque il y a maintenant une vingtaine d'années, voire une trentaine d'années, et qui se rapproche finalement de l'âge de la retraite, qui a finalement atteint ce niveau confortable qui est l'équilibre entre son épargne, qui travaille à un rendement supérieur à celui de son hypothèque, et puis son hypothèque qui peut-être est un petit peu basse ou faible par rapport à la valeur de sa maison actuelle, va pouvoir envisager d'augmenter aussi son hypothèque pour réinvestir les fonds dans un projet, que ce soit la rénovation de son logement, ces rénovations seront bien entendu aussi fiscalement déductibles. Et à ce titre, du coup, on vous encouragerait bien évidemment à lisser les rénovations sur plusieurs années fiscales afin d'optimiser l'avantage. Et puis, d'autres vont aussi se poser la question finalement de la retraite et vont profiter de ce moment pour augmenter leur hypothèque afin d'utiliser l'argent pour entreprendre un plan de rachat dans leur caisse de pension, c'est souvent le cas. C'est quelque chose qu'il ne faut pas faire de manière totalement aveugle, ça nécessite une étude préalable pour voir quelle est la solvabilité de la caisse de pension, pour voir quel sera l'impact de ces rachats, qu'est-ce qui se passe finalement de nouveau en cas d'invalidité ou en cas de décès avec le capital, est-ce qu'il est restitué ou pas, quelle est la situation fiscale, quelle est la situation matrimoniale, quelle est la situation successorale finalement de la famille avant d'entreprendre de tels rachats. Mais le fait de finalement dégager des liquidités va pouvoir optimiser la fiscalité du point de vue de l'hypothèque et va pouvoir aussi générer un avantage fiscal supplémentaire de par les rachats qu'on va faire dans sa caisse de pension, ce qui va nous permettre d'avoir une retraite sereine tout en ayant une charge fiscale qui reste relativement basse. Et puis dans d'autres cas, finalement, pour ces personnes qui vont s'approcher de l'âge de la retraite ou qui auront leur bien immobilier depuis un certain temps, ont peut-être des enfants finalement qui sont maintenant financièrement indépendants, qui malheureusement sont locataires et subissent un loyer qui est relativement élevé et qui, malgré leurs revenus qui leur permettraient potentiellement d'accéder à la propriété, n'ont pas la capacité d'épargne suffisante justement pour générer des fonds propres pour pouvoir y accéder. Et souvent, on est confronté à la situation dans laquelle les parents viennent nous voir pour augmenter leur hypothèque afin de faire une donation à leurs enfants, ce qui va leur permettre justement de pouvoir accéder à la propriété et ainsi optimiser leurs revenus et leur épargne sur le long terme. Donc voici différentes pistes finalement qui peuvent être explorées. Bien entendu, chaque cas est particulier, chaque cas est différent, donc n'hésitez pas finalement à nous contacter, prendre rendez-vous pour qu'on puisse répondre à toutes vos questions de manière individuelle et confidentielle. Mais je crois qu'il y a déjà un certain nombre de questions qui ont été posées, donc je vais tout de suite céder de nouveau la parole à Kitri pour les premières questions qui ont été posées. Oui, Jeanne, merci. C'est vrai qu'il commence à y avoir pas mal de questions, notamment des premières pour toi, Jeanne. Donc, je propose que tu commences à répondre aux deux premières questions. Ensuite, nous ferons intervenir Jacques Emery et Daniel Varela pour les autres questions. Alors, une des questions était: la valeur locative ne supprime-t-elle pas tout avantage fiscal lié aux intérêts hypothécaires? Alors, c'est une très bonne question, merci. Faut savoir que la valeur locative, finalement, s'applique peu importe sa situation. C'est-à-dire que ce fameux revenu fictif qui va venir s'ajouter à ses revenus et qui va générer une augmentation de la charge fiscale, historiquement, à l'époque où les taux étaient beaucoup plus élevés, peut-être au début des années 90 notamment, permettait finalement à l'hypothèque, aux intérêts hypothécaires, de neutraliser cette valeur locative. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, évidemment, puisque le montant des intérêts est très faible et donc on ne neutralise pas tout à fait l'augmentation fiscale liée à la valeur locative. Maintenant, le fait de ne pas avoir une hypothèque
ne fait finalement que renforcer la charge fiscale liée à cette valeur locative qui subsiste, peu importe qu'on ait une hypothèque ou non. Et finalement, dans le contexte actuel, il vaut mieux tout de même neutraliser une partie de cette valeur locative à travers justement la souscription ou l'augmentation d'une hypothèque. Et puis en parallèle, bien entendu, reste à disposition les autres instruments que j'ai mentionnés au préalable, à savoir les travaux d'entretien, la planification de la retraite notamment. Alors, une autre question pour toi, Gian. Une autre question pour toi, Gian. Comment amortir comme proposé en cas de hausse avec un taux fixe? Est-ce réellement une stratégie envisageable? Alors, il faut savoir que lorsqu'on fixe un taux, en général, on le fixe sur la durée, surtout actuellement. Souvent, les échéances sont relativement longues. En général, on fixe son taux sur une période de 10 ans. Le fait de fixer son taux sur une période de 10 ans va permettre finalement de sécuriser justement son budget sur les 10 prochaines années. Et pendant cette période, c'est justement très important de mettre en place cette fameuse stratégie d'épargne de manière à pouvoir atteindre, ou en tout cas se rapprocher de ce fameux niveau d'équilibre que je mentionnais tout à l'heure, et qui va vous permettre, si dans 10 ans justement les taux sont à un niveau beaucoup plus élevé, d'être en mesure d'amortir beaucoup plus que si vous amortissiez aujourd'hui, puisque l'argent aura travaillé entre-temps avec un rendement qui sera nettement plus important. Donc finalement, le fait de fixer son taux vous permet de fixer aussi une échéance, un objectif, une période durant laquelle vous devrez justement épargner les fonds nécessaires, et c'est important de le faire pour éviter justement de subir cette hausse des taux et de pouvoir potentiellement amortir beaucoup plus le jour où les taux sont plus élevés. Dans d'autres cas, pour les personnes qui ont déjà une situation d'épargne confortable et qui ont déjà potentiellement les fonds pour amortir leur hypothèque, le fait finalement de fixer son taux sur une échéance très longue n'est pas forcément nécessaire. Et il s'agit finalement de constamment surveiller son bilan, et en cas de hausse des taux, cette personne-là sera déjà finalement en mesure potentiellement d'amortir en partie ou en totalité son hypothèque si nécessaire. Merci, Gian. Alors, j'ai une autre question pour toi, mais qui est plus complexe, et je pense que l'idée serait que tu répondes plus personnellement à cette personne. Donc, nous gardons cette question en réserve qui est plus personnelle. Maintenant, je vais faire intervenir Daniel Varela, qui a 2 questions également. Donc, Daniel, je te propose de venir pour répondre à 2 questions. La première question, pensez-vous que la BNS puisse encore abaisser son taux négatif? Question très intéressante et à laquelle il est difficile de répondre. Il faudrait faire partie de la BNS pour, bien entendu, répondre à cette question. Rien n'est impossible, comme je le disais préalablement. C'est clair que dans une situation, on le sait très bien, la BNS, cette partie de sa politique monétaire, cet outil des taux négatifs, elle l'utilise pour éviter que le franc suisse s'apprécie trop au point de pénaliser la compétitivité de l'économie suisse. Donc, on peut imaginer un cas où on serait dans une crise à nouveau assez grave, où le franc suisse aurait tendance à trop s'apprécier, en tout cas une pression très forte à la hausse sur le franc suisse. Et à ce moment-là, potentiellement, effectivement, on peut imaginer que la BNS réduise encore son taux d'intérêt, mais personnellement, je pense que la marge de baisse supplémentaire n'est pas très grande. À un moment donné, on sait très bien ce qui se passe. S'il y a des taux d'intérêt trop pénalisants, potentiellement, les investisseurs essayent de trouver des parades, que ce soit des investisseurs privés ou institutionnels, des parades pour essayer de ne pas être trop pénalisés par les taux d'intérêt négatifs. Merci, Daniel. Une autre question pour toi, Daniel. Alors, plus compliqué, est-ce qu'aujourd'hui, on peut craindre un retour de l'inflation? Alors, c'est une question intéressante également, et je commencerai par un mea culpa. Je fais partie de ceux qui pensent depuis 2-3 ans que l'inflation doit revenir, en tout cas euh, euh, progressivement et modérément pour commencer, mais le fait est que l'inflation n'est toujours pas là.
j'ai tendance à m'obstiner sur cette théorie, tout simplement en m'appuyant sur deux constats qui sont assez forts. Le premier, c'est que ces dernières décennies, l'inflation en Suisse, mais également dans le monde, a beaucoup profité de la mondialisation et de la globalisation. Il suffit d'observer à quel point certains produits électroniques ou autres que l'on importe d'Asie et plus précisément de Chine ont connu des baisses spectaculaires ces dernières années pour voir à quel point donc la mondialisation a eu un effet très désinflationniste, on va dire. Or, la mondialisation a un peu du plomb dans l'aile, si je peux m'exprimer ainsi. Tout d'abord parce qu'on a bien vu un virage assez fort, assez marqué de l'administration Trump, qui aujourd'hui est plutôt en train d'essayer de revenir en arrière en termes de mondialisation, en estimant que probablement son rival, la Chine, a beaucoup profité de cette mondialisation. Deuxièmement, suite à la crise du Covid, on doit sans doute s'attendre à un phénomène de relocalisation. On a constaté, pas uniquement sur les masques, mais également sur certains composants ou médicaments, composants pharmaceutiques, médicaments, à quel point on était probablement trop dépendant de l'Asie et de la Chine et de l'Inde en particulier. On doit probablement s'attendre sur ces produits-là et d'autres à une certaine relocalisation de la production en Suisse, en Europe et aux États-Unis. Et ça, c'est sans doute quelque chose qui peut provoquer un certain retour de l'inflation. Deuxième chose, un argument assez fort aussi, il me semble, ces dernières années, et on l'observe également durant cette crise du Covid, les autorités gouvernementales, les banques centrales ont injecté énormément de liquidités dans le système. On parle de milliers de milliards de francs suisses, de dollars, notamment à la suite de la crise du Covid. Ces injections de liquidités, autant de liquidités dans le système financier, ça peut provoquer un retour de l'inflation. Par le passé, on a bon nombre d'exemples dans l'histoire économique de pressions inflationnistes qui reviennent, notamment dans des pays qui ont un peu trop abusé de la planche à billets. C'est peut-être quelque chose qu'il faut envisager cette fois-ci aussi. Merci Daniel. Nous avons également des questions pour Jacques Emery. Jacques, deux questions pour vous. Ça concerne, c'est vrai, la période du Covid. Donc, pendant cette période, il y avait pas mal de personnes qui se sont mis au télétravail. Donc, comme vous expliquiez tout à l'heure, sont restées chez elles, ont profité de leur jardin ou de la montagne. Est-ce que ça a un impact sur les ventes en montagne, que j'appellerais en montagne? Bon, le marché de la montagne est un peu particulier parce qu'il est quand même dépendant. C'est quand même le seul marché où les étrangers peuvent acquérir des propriétés en résidence secondaire. Parce que vous savez qu'autrement, il faut être résident suisse pour les autres régions. Et finalement, on a été un petit peu dépendant du retour des étrangers pour revenir finalement voir des villas, voir des chalets, voir des appartements. Donc aujourd'hui, les étrangers, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, ils avaient quand même beaucoup de peine à voyager. Donc dans l'agence qu'on vient d'ouvrir à Verbier, on a finalement assez peu d'étrangers qui sont venus. Par contre, ce qu'on a vu pendant le Covid, c'est que pas mal de Suisses ont été finalement faire leur confinement à la montagne. Et en Suisse, finalement, c'était relativement souple puisque les gens pouvaient aller à la montagne, ils pouvaient profiter de la montagne d'une certaine manière. Donc, on voit que cette tendance vers le vert et vers la nature était quand même marquée pendant le Covid et comme j'ai dit, après le Covid. Ce qu'on a vu aussi sur d'autres marchés où on a des agences, je pense à la Provence, tout particulièrement à la Côte d'Azur, aussi, c'est une tendance qui est là. Bon, évidemment, c'est l'été, mais en plus, on voit que toutes les grandes villes européennes, mais principalement Paris, aussi l'Italie et l'Angleterre, finalement,
puisque c'est atteignable en voiture et parce que c'est des régions qui sont pas denses en construction, il y a eu énormément de demandes pour de la location de maisons et aussi pour l'achat de maisons dans ces régions-là, essentiellement tout ce qui est sud de la France. Donc, pour répondre à la question par rapport aux Alpes, je pense que ça a démarré un petit peu moins vite que les grandes villes, mais c'est quand même une tendance où les gens pensent avoir une résidence secondaire. Et ça, je sais, grâce au télétravail, entre autres, les Anglais, où ils pensent à acquérir des chalets ou des appartements pour pouvoir travailler en télétravail quelques jours ou quelques semaines par mois. Merci Jacques. Vous avez répondu partiellement à une autre question qui était quid de la tendance sur le marché international? Est-ce que les grandes villes perdent de la vitesse par rapport à d'autres segments? Bon, je dirais que avant le Covid, c'est vrai qu'il y avait une tendance plutôt à la centralisation de l'immobilier et des gens qui voulaient être proches du centre pour avoir moins de déplacements. Donc, je pense que ça, c'est quand même une tendance de fond qui reste. Mais je pense que les gens, et ça, on voit l'attractivité pour la Suisse, finalement, les gens, ils essayent d'avoir les avantages d'une ville, mais peut-être pas trop les inconvénients d'une grande ville. Alors maintenant, il y a un peu ces deux tendances qui s'affrontent. Euh, c'est vrai que les gens qui étaient dans des grandes villes, et surtout où finalement le confinement était un confinement total, ont besoin d'air et on voit ces gens venir un petit peu quand même sur le marché suisse pour acquérir de la résidence principale ou de la résidence secondaire. C'est une vraie tendance. Et là, je pense que là, c'est vrai que la Suisse sort un peu gagnant parmi un peu toutes les régions de l'Europe parce que ben voilà, je pense qu'on le fait que ça soit pas trop dense, on a pu faire un confinement aussi pas trop, on va dire radical. Donc il y a une vraie demande par rapport à la Suisse, mais aussi par rapport, comme je disais, sur les régions un peu moins denses. Donc une bonne période Covid pour l'immobilier finalement, des taux d'intérêt bas, des avantages à investir dans l'immobilier. Je vous remercie tous les trois. C'est maintenant la fin de ce webinaire. Merci à nos participants. Merci pour vos questions. Donc merci à nos trois intervenants, Gian Bicicci de la Banque Piguet-Galland, Jacques Emery de Nef Prestige Knight Frank et Daniel Varela, notre Chief Investment Officer chez Piguet-Galland. Nous restons à votre disposition, donc n'hésitez pas à nous contacter, nous poser d'autres questions, nous pouvons y répondre avec grand plaisir. À très bientôt. Merci.